Bienvenue à tous dans ce 19h30 sur A12 Télévision. Voici le sommaire. Les perspectives sont rassurantes pour la zone UEMOA qui affiche une croissance de 5,1% au premier trimestre 2024. La tendance devrait se consolider d'ici la fin de l'année. Lancement des unités mobiles de la couverture maladie universelle, la cérémonie inaugurale s'est déroulée hier mardi dans la commune de Yopougon. Et la Corée du Sud qui ambitionne de doper ses investissements en Afrique, l'annonce a été faite par le numéro 1 sud-coréen Yoon Suk-yeol à l'ouverture des travaux du premier sommet Corée du Sud-Afrique à Séoul. Merci de nous rejoindre. On ouvre le chapitre économique de ce journal avec ses perspectives encourageantes pour la zone UEMOA, selon des chiffres ressortis par le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, à l'ouverture de la réunion du comité de politique monétaire du mois de juin qui se tenait ce mardi à Dakar. L'espace UEMOA affiche une croissance positive à 5,1% pour le premier trimestre de l'année, une tendance qui devrait se consolider d'ici la fin de l'année. À l'ouverture de la réunion du comité de politique monétaire de ce mois de juin 2024, tenue ce mardi 4 juin au siège de la BCEAO à Dakar, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, a salué les performances économiques enregistrées dans la zone UEMOA au premier trimestre 2024. À en croire le gouverneur, l'espace monétaire affiche une croissance globale de 5,1% au premier trimestre de l'année. En raison de la bonne santé de l'ensemble des secteurs porteurs de la croissance, l'institution monétaire table sur un taux de croissance de plus de 6% d'ici à la fin de l'exercice 2024. En outre, a indiqué le gouverneur, l'inflation semble maîtrisée en deçà de la barre des 3%. Le taux actuel étant de 2,8% au niveau régional. Comme annoncé au début de ce journal, on en vient à présent à la cérémonie inaugurale de lancement des unités mobiles d'enrôlement de la carte de la couverture maladie universelle CEMU. L'événement s'est déroulé ce mardi 4 juin au quartier de la Cipourès, c'est à Yopougon, en présence de plusieurs autorités, dont le ministre de la Santé Pierre Ngundemba et le premier magistrat de la commune haute. Plus de précisions dans ce reportage. Le quartier de la Ciporex dans la commune de Yopougon a abrité ce mardi 4 juin la cérémonie inaugurale des bureaux mobiles d'enrôlement et de retrait des cartes de la couverture maladie universelle. Cette initiative des autorités sanitaires vise à faciliter l'accès de la carte CEMU aux populations en rapprochant d'elles les services d'enrôlement. Entre autres personnalités étatiques présentes à cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale et maire de Yopougon, Adama Bictogo, le ministre de la Santé, Pierre Ngundemba, et son homologue de la protection sociale, Adama Kamara. Les unités mobiles d'enrôlement sillonneront l'ensemble des quartiers de la ville d'Abidjan avec une capacité de production de 200 cartes par heure. C'est le 1er octobre 2019 que ce programme gouvernemental est entré en vigueur. L'objectif de la CEMU étant de permettre au maximum d'Ivoiriens de bénéficier de soins à moindre coût. Nous sommes en Côte d'Ivoire et on y reste. Le secteur des ressources animales et halieutiques pourrait bientôt attirer des investissements en provenance du continent asiatique. Au cours de sa tournée en Asie, le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques, Sidiki Boko Touré, s'est entretenu avec plusieurs personnalités du monde des affaires et également avec des personnalités gouvernementales, dont son homologue japonais Ichiro Miyashita. Les détails dans cet élément de la rédaction. Les perspectives s'annoncent prometteuses pour le secteur agro-pastoral et halieutique ivoirien. Dans le cadre d'une tournée qu'il effectuait la semaine dernière sur le continent asiatique, le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidiki Boko Touré a rencontré le 27 mai à Tokyo au Japon son homologue japonais Ichiro Miyashita. L'émissaire du gouvernement ivoirien a saisi l'opportunité de ces discussions pour présenter au ministre japonais de l'Agriculture, des Pêches et des Forêts les niches d'investissement à exploiter dans les secteurs agro-pastoral et halieutique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, Sidiki Boko Touré a soumis des doléances à son hôte japonais
s'agissant notamment de l'acquisition d'un bateau de recherche et la construction d'un débarcadère à Grand Bérébi. Ichiro Miyashita a tenu à rassurer son interlocuteur de la disponibilité du Japon à se tenir aux côtés de la Côte d'Ivoire dans divers domaines de coopération et particulièrement en matière de développement agropastoral et halieutique. Et ce drame survenu ce dimanche 2 juin sur l'As Abidjan-Noé. 3 personnes ont perdu la vie dans une coalition entre un poids lourd et un cas de transport. L'on dénombre également une dizaine de blessés dans cet accident. La voie Abidjan-Noé a été le théâtre ce dimanche 2 juin d'un tragique accident de la route impliquant un poids lourd et un car de transport. Si les circonstances de l'accident restent à élucider, ce drame qui s'est produit à hauteur de la localité de Saint-Nouman a causé la mort de 3 personnes et fait une dizaine de blessés, dont certains dans un état grave au moment de leur évacuation par les services des sapeurs-pompiers militaires de la région du Sud Comoé. L'actualité, c'est aussi le sommet Corée du Sud-Afrique qui s'est ouvert ce mardi à Séoul. La Corée du Sud tient à rehausser significativement son niveau d'investissement sur le continent africain, notamment dans les secteurs des minéraires, des technologies et de l'environnement. C'est ce qu'a rassuré le numéro 1 sud-coréen Yong Sung-yeol dans son discours d'ouverture. Regardez. Des milliards de dollars d'aide et de soutien pour l'investissement en Afrique, c'est la promesse formulée mardi par Yoon Suk-yeol alors que son pays recevait le premier sommet Corée du Sud-Afrique. Séoul entend renforcer la coopération avec le continent, notamment dans les domaines des minéraux et de technologie. Le climat figure aussi en bonne place. Afin de répondre au changement climatique, les dirigeants et les membres participants ont convenu de former une structure de financement du climat qui reflète le besoin de l'Afrique de répondre à la menace. En outre, la Corée du Sud a décidé de développer des projets tels que K-Rice Belt qui peuvent contribuer à renforcer l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine a fait part de son optimisme pour un partenariat durable. En conclusion, je suis convaincu que notre sommet a jeté les bases d'un partenariat innovant, gagnant-gagnant et durable, et ce en donnant une place particulière à la solidarité et à la confiance à notre intelligence collective. Je vous remercie pour votre attention. Les échanges avec les pays africains représentent actuellement moins de 2% du total des importations et des exportations de la Corée du Sud. Une note positive en République démocratique du Congo, la Banque centrale a décidé au thème d'une réunion de son comité de politique monétaire de maintenir son taux directeur à 25%, une décision qui se justifie par la bonne santé actuelle de l'économie congolaise qui surfe sur un taux de croissance de près de 7%. En République démocratique du Congo, la Banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 25%. Selon Madame Kabedi Malungu Mbouyi, gouverneur de la Banque centrale, cette décision est justifiée par le fait que les perspectives économiques pour 2024 restent positives avec une projection de croissance proche de 5%, une amélioration de la balance de paiement et de la situation des finances publiques et un ralentissement des pressions inflationnistes. Le véritable défi de la Banque centrale congolaise à court terme va être de contenir le taux d'inflation à un taux raisonnable, mais aussi de maintenir une parité stable entre le franc congolais et le dollar. C'est la concomitance de ces deux orientations qui doit être immédiatement, scrupuleusement suivie, qui va certainement donner les signaux d'une nécessité d'ajustement du taux directeur en août. La Banque centrale du Congo a pris l'engagement de suivre de près la situation économique et financière de la République démocratique du Congo et d'utiliser l'instrument de la politique monétaire de manière à contribuer au renforcement de la stabilité, aussi bien des prix intérieurs que du taux de change sur les différents marchés.
Dans la situation actuelle où tout est favorable, où le taux de croissance est optimiste, il vaut mieux prendre des distances, regarder les choses avec plus d'attention et certainement en août ou en fin d'année, on pourra faire des corrections nécessaires. Actuellement, il faut laisser travailler la nouvelle équipe qui est certainement très enthousiaste à faire changer positivement les choses et ce n'est pas le moment de se mettre à jouer rapidement sur les taux d'intérêt. La croissance de l'économie congolaise demeure ferme en dépit d'un environnement interne et externe difficile. Il est attendu une hausse du PIB réel de 4,8% en 2024, soit un ralentissement de 1,1 point par rapport à l'estimation de 2023. Cette croissance serait soutenue par le secteur primaire à travers le dynamisme des industries extractives mines. Concernant l'inflation, elle devrait ralentir en 2024 à la faveur du maintien de l'orientation restrictive de la politique monétaire conjuguée à une politique budgétaire saine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui poursuit sa tournée en Afrique après la Guinée-Conakry, il était ce mardi dans la ville d'Oyo au Congo-Brazzaville pour y rencontrer le numéro 1 congolais, Denis Sassou Nguesso. Regardez. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, poursuit sa tournée africaine au Congo. Monsieur Lavrov a rencontré le président congolais Denis Sassou Nguesso dans la ville d'Oyo mardi, selon un communiqué officiel de Brazzaville. Il n'a pas été précisé quels autres pays figuraient sur son itinéraire dans le courant de la semaine. Monsieur Lavrov s'est rendu à plusieurs reprises sur le continent africain au cours des 2 dernières années, la Russie cherchant à obtenir le soutien ou au moins la neutralité de bon nombre de ces 54 pays dans le contexte de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou. J'espère pouvoir discuter de tout en détail et aussi de nos relations et de la coordination de nos actions sur la scène internationale, en premier lieu à l'ONU en ce qui concerne les relations russo-africaines. Lundi, M. Lavrov a rencontré le ministre guinéen des Affaires étrangères, Maurice Sanda Kouyaté. Le gouvernement guinéen a déclaré dans un communiqué que la réunion avait pour but de discuter des domaines de coopération mutuelle, sans donner plus de détails. On part dans la région de Dori à l'est du Burkina Faso. Comme dans de nombreuses autres régions du pays, des centaines de milliers de déplacés fuyant l'insécurité djihadiste vivent dans des conditions précaires et surtout dans l'insécurité. C'est un reportage proposé par TV5 Monde. Sous un soleil de plomb, à l'ouest de Dori, les exilés du camp de Wendou 2 vivent chichement. Depuis 2 mois, le temps s'est figé pour Awa. Nous n'avons même pas la force de bouger. Quand on dit on veut repartir, c'est lorsqu'on a laissé quelque chose derrière soi. Mais même si c'est difficile dans le camp, là d'où nous venons, c'est pire. On n'a pas d'autre choix que de rester dans ces conditions. Pas d'autre choix que d'être là. Pourtant, la sécurité des déplacés burkinabés est loin d'être assurée. Le camp de Wendou a été attaqué en septembre dernier par des djihadistes, des groupes liés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Ceux-là même qui ont contraint Kirissi à l'exil. Ils sont venus dans notre village, ils nous ont menacés, ils ont volé notre bétail, ils ont tué des gens. C'est pour ça qu'on a dû fuir et qu'on est arrivé ici. À quelques kilomètres de là se trouve un autre camp de fortune et toujours la même précarité. Face à ce qu'il vit comme une impasse, Amadou est désespéré. Depuis que nous sommes là, personne n'est venu voir comment nous vivons ici. Nous sommes juste là, sans rien. Nous devons compter sur nous-mêmes pour survivre, avec ce que nous pouvons gagner à Dori. En 2023, un rapport officiel établissait qu'un quart des 2 millions de déplacés au Burkina Faso venaient du Sahel, une crise qui continue de s'aggraver dans l'indifférence généralisée. Direction la Somalie où le contingent éthiopien déployé dans le cadre de la mission de transition de l'Union africaine n'est plus en odeur de sainteté auprès des autorités locales. Le gouvernement fédéral exige désormais le retrait de quelques 3000 soldats éthiopiens qu'il accuse de violations répétées de la souveraineté nationale. On suit ensemble.
Le gouvernement fédéral somalien exige le retrait des troupes éthiopiennes déployées au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, d'ici fin 2024. Au moins 3000 soldats éthiopiens couvrent 60% du territoire du pays de la Corne de l'Afrique dans le cadre de la mission de maintien de la paix panafricaine. La Somalie rejette ainsi la possibilité d'un redéploiement des troupes éthiopiennes après la fin du mandat de l'ATMIS prévu en décembre 2024. L'Éthiopie, qui a perdu sa façade maritime après l'indépendance de l'Érythrée, a besoin de débouchés maritimes. Elle, qui est devenue une espèce de succursale de l'usine du monde, la Chine en Afrique. C'est ainsi qu'elle a jeté son dévolu sur un État faible, la Somalie. Dans une intervention sur les réseaux sociaux le 31 mai 2024, le conseiller à la sécurité nationale de la Somalie, Hussein Moualim, a déclaré que son pays ne considère plus l'Éthiopie comme un allié militaire. Il a dénoncé une persistante violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie par le voisin éthiopien. Le 3 juin 2024, des médias somaliens ont révélé que des troupes éthiopiennes ont franchi les frontières somaliennes et établi des postes avancés au sud du pays. La Somalie, qui est un pays qui sort d'une très longue guerre qui commence à s'estomper, aura du mal à se défendre militairement contre l'Éthiopie. C'est ainsi qu'il ne lui reste plus qu'une solution diplomatique et nouer des alliances par-ci par-là pour essayer de juguler les envies de l'Éthiopie qui tient absolument à avoir une façade maritime en passant par la Somalie. Et les gesticulations militaires, c'est juste montrer à la Somalie jusqu'où elle est capable d'aller. Les tensions diplomatiques dégradent les rapports entre la Somalie et l'Éthiopie depuis janvier 2024. Un gel qui a conduit à la fermeture de la majorité des représentations diplomatiques éthiopiennes sur le territoire somalien. La Somalie négocie la création d'une force multinationale dont les opérations démarreront en janvier 2025 pour un mandat d'1 an. Ces forces post-ATMIS devraient provenir de Djibouti, du Kenya, de l'Ouganda et du Burundi. Et pour terminer, on sera en Europe où plusieurs pays sont en état d'alerte en raison des fortes précipitations qui s'y abattent ces derniers jours. L'on craint des risques de débordement de grands fleuves tels que le Danube, dont les conséquences seraient tragiques pour les populations. Déjà, des morts sont à déplorer dans plusieurs pays. Suivons ensemble. Alors que le Danube continue de monter, la situation inquiète les autorités autrichiennes. À Linz, dans le nord-ouest du pays, le fleuve est sorti de son lit à plusieurs reprises après de fortes pluies. Conséquence, de nombreuses routes ont été fermées et la ville a appelé la population à éviter les abords du fleuve, ce qui ne dissuade pas certains habitants. Ein bisschen Hochwasser schauen, es interessiert natürlich an, dann nachher was da passiert, wie die Donau steigt weiterhin und ich hoffe, dass es so bleibt jetzt bei dem Ganzen und dass es nicht mehr schlimmer wird. De l'autre côté de la frontière en Allemagne, plus de 60 000 sauveteurs ont été mobilisés pour faire face aux inondations. Après plusieurs jours de fortes pluies, la situation reste préoccupante et de nombreuses villes sont en alerte. Les pluies diluviennes ont engendré des crues considérables et ont fait au moins 5 morts dans le sud du pays. Plusieurs personnes sont également portées disparues selon la police. Et plus de 6 000 habitants ont dû être évacués en Bavière. Face aux dégâts matériels, les autorités de la région ont par ailleurs mis en place une aide d'au moins 100 millions d'euros pour venir en aide aux personnes sinistrées. En Pologne, après des pluies incessantes, l'heure est au bilan. Dans cette petite ville du sud-ouest du pays, des routes ont été endommagées. Selon le maire, en l'espace d'une nuit, la ville a reçu autant de pluie qu'en un mois. De fortes précipitations sont encore attendues dans les jours à venir. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, toujours sur A12 Télévision. Bonne suite de programme et portez-vous bien.